cher monsieur Roumillac, cher Alain. Bonjour Luc. Bonjour. Je tiens vraiment à vous remercier parce que ce que je vais dire est la stricte réalité. Vous avez été le premier à nous soutenir, à croire en ce projet. Et pour ça, vraiment, toute l'équipe et toute la communauté qui est là, qui est réunie, qui grossit, puisque du fait du Covid, nous avons dû reporter l'événement. Je disais que le terme le plus fort qui caractérisait notre nature désormais, c'était la résilience, puisqu'avec toutes ces catastrophes, nous avons dû sans arrêt nous adapter, mais ce qui est le principe même des entreprises nouvelle génération. Je pense que Manpower, vous êtes aussi aux premières loges de ces nécessités d'adaptation qui sont terribles. En tout cas, un grand merci pour votre soutien qui a été le premier. Je vous rends cet hommage parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Également pour votre soutien pour notre livre, puisque votre édition par la fondation Manpower, L'instant qui suit, a accueilli en son sein, après des ouvrages très prestigieux, le nôtre, l'entreprise nouvelle génération. Vous n'avez hésité à aucun moment à le faire sur la base de notre projet. J'espère qu'on a été à la hauteur de vos espérances. Absolument, absolument Luc. Et je vous en remercie. Super. Ça a l'air banal de dire ça, mais ça l'est absolument pas. Parce que quand vous partez de zéro, moi j'ai monté ma société pour faire ça, eh bien il faut des gens comme vous pour pouvoir bootstrapper. Et tous les entrepreneurs qui sont là savent de quoi je parle. Donc sincèrement, merci pour ces deux soutiens extrêmement forts, sans aucune espèce de limite et de restriction. J'ai trouvé ça formidable. Et je vous le dis. Écoutez, merci. Peut-être deux mots sur ce sujet. Quand on s'est vu la première fois et qu'on m'a expliqué ce qu'était votre projet, ça m'a semblé tout à fait en ligne avec ce que sont nos préoccupations. On essaie de se projeter et pour nous-mêmes essayer de comprendre quelles sont les forces qui vont s'appliquer sur nous, quelles sont celles qui vont s'appliquer sur les entreprises qui sont nos entreprises clientes. Et c'est pour ça, au travers de votre parcours, au travers de vos idées, il me semblait que c'était tout à fait naturel et que vous viendriez aussi nous aider à mieux comprendre le monde qui vient. Et donc c'est tout à fait naturel de pouvoir vous accompagner. Encore une fois, bravo pour fantastique réussite et du livre et de l'événement aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'aborder les tendances du monde qui vient. Et qui mieux que Manpower est capable de sentir les signaux faibles, d'en déduire les signaux forts à venir. Je crois que le monde de l'intérim, du travail temporaire et l'innovation que vous injectez dans ce monde, parce que les formes de contrats, vous allez en parler, hein, je ne vais pas déflorer ça, mais que vous avez inventé, que vous avez mis sur le marché pour la première fois, et ce que vous observez par vos études sont particulièrement intéressantes. Alors nous, ici, à l'entreprise Nouvelle Génération, au Next Gen Enterprise Summit, on essaye de jouer un coup d'avance sur ce qu'on lit dans les magazines économiques, sur ce qu'on lit dans les revues, je dirais, qu'on trouve à la librairie. Sinon, on n'a pas d'intérêt. C'est toujours ce que j'ai fait aussi à l'Institut G9+, dont vous êtes un habitué. Et je sais que vous nous aidez aussi à amener ces insights en avance sur le marché. Et donc, probablement que vous pouvez nous partager ce que vous voyez, vous, avec vos longues vues, avec vos études, avec vos sondes dans le marché. Et également, je vous remercie parce que vous n'êtes pas seulement un grand dirigeant et un observateur avisé, mais vous, comme tous les dirigeants que nous avons accueillis dans ce séminaire et dans ce sommet, vous essayez de changer le réel et donc vous collaborez avec le politique pour traduire les mots en action, parce que vous êtes un pragmatique. Et donc c'est tout ça qu'on a envie d'entendre, et si vous pouvez nous livrer quelques insights en avance de phase, on en sera ravis, comme des enfants devant les gâteaux, comme je le disais ce matin. Écoutez, merci beaucoup. Le challenge est important, merci Luc, et j'espère que je vais être au niveau. Moi je viens comme un témoin, donc je suis un témoin, j'essaye aussi de me projeter sur le temps moyennement long. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on n'est que dans des phases de rupture et finalement, ne serait-ce que parce que la patte humaine fait qu'il faut du temps pour que les changements se passent. Quand on essaie de se projeter sur le temps, on va dire moyennement long, en général, on se trompe pas beaucoup. Alors bien évidemment, hormis quand on est dans une crise telle que celle-là. Moi, je vous propose deux choses. Donc pourquoi est-ce qu'on est des témoins? Et nous, aujourd'hui, on est sur trois grands métiers. Au travers de notre marque Manpower, c'est le travail temporaire, le recrutement.
Au travers de notre marque Experis, c'est les services numériques. Donc aujourd'hui, on a 3500 personnes qui sont détachées et qui fournissent un certain nombre de services à nos clients. Et puis, au travers de notre marque Talent Solutions, c'est accompagner les transformations des entreprises et en particulier aujourd'hui, c'est accompagner les entreprises dans l'ajustement de leurs ressources humaines par rapport à leurs enjeux business. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de revenir et de vous dire ce qui me semble être les 3-4 grandes tendances qui vont impacter le marché du travail dans les prochains mois, prochaines années, c'est de regarder d'abord et de faire une synthèse de ce que sont l'ensemble des chocs que cette crise applique sur l'économie et sur les entreprises, et d'essayer ensuite donc d'en voir l'impact sur le marché du travail. Alors, dans les chocs ou dans ce qui se passe dans le monde de l'économie et de l'entreprise, moi je les sépare en deux. Je pense qu'il y a une accélération d'un certain nombre de phénomènes qui étaient déjà en place et qui transformaient l'économie, la société, les entreprises. Et puis, il y a quand même des éléments qui sont spécifiques à cette crise, certains qui seront conjoncturels, d'autres qui vont être plus structurels, et on va essayer de regarder un petit peu ça. Donc, je pense que c'est plein de choses que vous connaissez déjà, mais ouais, ça permettra au moins d'en faire la synthèse. Donc, premier sujet sur l'accélération, c'est moi ce que j'appelle moins de physique, plus de digital. Et donc, c'est quelque part une accélération de la transformation digitale des entreprises. Et donc, cette crise, il y avait déjà des forces qui étaient déjà en place avant. Mais aujourd'hui, elle nous a obligés à mettre tous les gens que l'on pouvait mettre en télétravail. Alors, premier sujet, tout le monde dit télétravail à 100%. Je crois que les statistiques montrent que nous n'avons que de l'ordre de 35 à 40% des salariés qui peuvent occuper leur poste en télétravail. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être absolument focalisé que sur ce sujet-là, mais il n'empêche, il y avait une demande forte de la part des salariés pour pouvoir faire du télétravail, peut-être une réticence de la part des entreprises. Cette crise nous a forcés à accélérer ce sujet du télétravail. Puis cette crise, elle accélère également donc la digitalisation de la relation entre les individus, entre les entreprises, et en particulier dans la relation client-fournisseur. Si je prends notre modeste exemple, ça fait plusieurs années qu'on essaie de digitaliser l'ensemble de notre relation, que ce soit avec nos intérimaires d'un côté, avec nos clients de l'autre. Cette crise va avoir accéléré l'adoption de tout ce que l'on avait mis en place. On avait des difficultés à ce qu'un certain nombre de nos intérimaires utilisent l'application mobile qui permet d'avoir une relation avec eux dans les deux sens, de leur fournir un certain nombre de services. On a eu une très forte accélération. Et en ce qui concerne nos clients, un certain nombre pouvaient être réluctants au fait d'avoir, par exemple, des factures digitalisées. On a doublé la part de factures digitalisées que l'on va avoir pour nos clients. Idem pour nos intérimaires, par exemple, sur leur bulletin de paye. Voilà, donc, et cela, encore une fois, ce n'est qu'une accélération. Alors après, chacun dit on a doublé la vitesse ou on a quintuplé la vitesse, mais il est clair qu'on a accéléré cette vitesse de transformation qui était déjà en place et qui vont bien sûr continuer à perdurer et qu'il faut que, bien sûr, sur lesquelles toutes les entreprises doivent s'adapter. Donc, deuxième sujet. Cette crise, elle va aussi avoir un impact colossal sur un certain nombre de secteurs de l'économie et sur les entreprises. D'abord, puisque les économistes regardent toutes les lettres de l'alphabet, vous savez que maintenant on avait le très populaire modèle Anka qui montre qu'il y a des entreprises qui vont bénéficier, qui vont être en forte croissance, soit en sortie de crise, ou même qui ont continué à être en croissance pendant la crise, puis il y a celles qui ont des difficultés. Donc, on se retrouve avec beaucoup de secteurs qui sont en décroissance aujourd'hui. Bien sûr, vous avez les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel, les secteurs de l'aérien, de l'aéronautique, qui était la star hier, le commerce non alimentaire et également la restauration collective, pour prendre qu'un certain nombre de secteurs.
Alors, là, vous pourriez me dire, il y a un certain nombre de secteurs où déjà on pouvait voir un certain nombre de tendances et que sans doute ça va accélérer, je dirais, la transformation, voire des potentiels décroissances sur ces secteurs. On peut penser à deux. Celui du transport aérien, où on commençait à dire finalement pourquoi voyager au bout du monde, c'est pas très écologique, mais c'était qu'une part très limitée de la population. Donc on verra ensuite, est-ce que ça va être un changement structurel, est-ce qu'après cette épidémie, les gens vont moins voyager ou pas. Et puis on pouvait le voir aussi par exemple dans la restauration collective, où déjà c'était une activité qui était structurellement en décroissance. Et c'est clair qu'avec une augmentation annoncée du télétravail, c'est un secteur qui va devoir se réinventer de façon massive. Et donc sur tous ces secteurs, est-ce que ça va être conjoncturel simplement quelques mois, quelques années, ou au contraire, ça va changer fondamentalement l'activité sur ces secteurs. Et puis de l'autre côté, on a un certain nombre de secteurs qui sont en forte croissance. Vous avez bien sûr celui du e-commerce, et ce qui est associé, c'est la logistique et le transport. Vous avez peut-être vu les informations, La Poste, qui est l'entreprise qui transporte aujourd'hui 50% des colis en France, dit sur le mois de novembre et le mois de décembre, 50% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Bon, ça tombe bien, c'est notre premier client. Mais bon, c'est quand même une transformation majeure. Vous avez bien évidemment aussi une demande très forte dans le domaine de la santé. Et enfin, pour accompagner justement toute cette transformation digitale, vous avez une demande très forte dans le secteur de la technologie. Et puis, vous allez avoir aussi des impacts qui vont être liés demain au plan de relance. Et on peut en particulier penser au second œuvre du bâtiment qui va être très fortement impacté positivement par tout ce qui va être la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà. Et puis, bien évidemment, toutes ces évolutions sur les secteurs, ça a des impacts sur les entreprises, puisque il faut réallouer à l'intérieur de l'entreprise un certain nombre de ressources. Si, encore une fois, je prends notre exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de transformer un certain nombre de nos équipes qui étaient expertes dans le domaine de l'aéronautique, par exemple, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, puisque aujourd'hui, plus d'activité dans le domaine de l'aéronautique ou dans le domaine de la logistique, où aujourd'hui, on a une demande qui augmente. Et enfin, dernier sujet, avant de passer à ce qu'en sont les impacts sur le monde du travail, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de dirigeants qui se posent des questions sur leur modèle. Premier sujet, c'est, je pense qu'ils n'avaient sans doute jamais anticipé de vivre une crise de cette ampleur. Et donc se pose tout de suite la question, c'est de dire, mais ok, finalement les gouvernements sont intervenus de façon massive, on peut espérer que cette crise ne soit qu'une crise temporaire, mais suis-je suffisamment flexible? Et en d'autres termes, ne dois-je pas réduire mon point mort de façon à pouvoir faire face à des crises, d'autres crises qui pouvaient venir? Et bien évidemment, quand ils se posent cette question, ils ont déjà la réponse à 50%. Donc, beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, aujourd'hui, sont en train de se dire, il faut que je réduise mon point mort, il faut donc que j'externalise plus de fonctions. Et puis, autre question qui est posée, c'est dans mon entreprise, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui est accessoire? Et là encore, en étant que le témoin, beaucoup de dirigeants d'entreprise que je rencontre me disent « mais finalement, ça me fait me poser beaucoup de questions sur les activités de mon siège ». Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, et vous l'avez peut-être vu, que pas mal d'entreprises qui aujourd'hui annoncent un certain nombre de plans sociaux focalisent une grande partie de leur baisse de leurs effectifs sur leur siège, considérant que peut-être ils s'étaient égarés, une partie de leurs équipes travaillaient sur des choses qui n'étaient pas suffisamment essentielles et donc peut-être que demain, ils étaient capables de se priver. Bon, voilà le contexte pour essayer de définir quelles sont les tendances qui s'appliquent sur les entreprises. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le marché du travail? Le premier, me semble-t-il, c'est ce que je vais appeler l'expérience employée. Ça va être surtout vrai pour les collaborateurs qui vont structurellement se trouver
dans une position de télétravailleurs beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Et donc, la question, encore une fois, ça ne représente sans doute qu'un gros tiers de la population, mais ces personnes-là, c'est pour ça que je parle de notion d'expérience, c'est quelles vont être les possibilités de télétravail. Au moment où il faudra les recruter, il faudra être capable de leur raconter une histoire sur ce sujet-là. Quels sont les outils qui sont mis en place? Alors bien évidemment, on va penser aux outils technologiques, mais plus globalement, comment est-ce que je vais pouvoir organiser mon environnement de travail chez moi? Comment l'entreprise va contribuer? Quelle va être ma relation avec mon manager? Et ça va être un autre enjeu des entreprises, c'est comment est-ce que je vais changer les méthodes de management pour être capable faire en sorte de m'adapter à de nouveaux modes de travail. Et donc, comment est-ce que d'ailleurs mes managers vont être capables de s'adapter à ce nouveau monde où, alors qu'ils avaient l'habitude d'avoir une présence complète de leurs collaborateurs, comment est-ce que demain ils vont pouvoir gérer cette relation avec peut-être mi-temps en télétravail, mi-temps en présentiel? Et ça, c'est un enjeu absolument majeur et sur lequel aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se poser la question. Et puis, sachant qu'il faut aussi qu'on se pose la question, je crois qu'on a un focus très très fort aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, justement sur les personnes qui télétravaillent. Mais je pense que beaucoup ont aussi fait l'expérience de donner le sentiment qu'il y avait une entreprise qui avançait à deux vitesses, entre ceux qui ont la capacité de télétravailler et ceux qui n'ont pas la capacité de télétravailler. C'était surtout vrai pendant la première phase de la pandémie, où quelque part, ça permettait en gros à certains d'aller aux abris, tandis que d'autres étaient au feu. Si on y rajoute le fait que, en général, ça se découpe plutôt entre des opérationnels et des cadres de notre côté, il faut faire attention. Et je crois que c'est en tout cas une des questions que doivent beaucoup se poser les entreprises, de s'assurer que ça ne crée pas. J'avais le sentiment, là encore, parce qu'il y aura un gros travail qui va être fait sur les personnes en télétravail, qu'on va négliger les autres. Voilà. Moi, c'est une de mes préoccupations, c'est que mes agences ont été définies comme étant des activités critiques, et il le faut parce qu'il fallait qu'on continue, en particulier dans cette deuxième vague, à recevoir un certain nombre de candidats. Comment est-ce que je fais en sorte que les collaborateurs de mes agences n'aient pas le sentiment d'être moins bien traités que ceux du siège, où bien évidemment j'ai appliqué les règles gouvernementales et où j'ai mis tout le monde en télétravail. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et puis va venir se rajouter sur le télétravail, très vite, le sujet de la productivité. C'est-à-dire que tout le monde a été globalement assez surpris, d'ailleurs, du fait que l'entreprise était capable de continuer avec une majorité éventuellement de collaborateurs en télétravail. Ça marche bien en situation de crise. Ça marche bien parce que ça permet de mobiliser les collaborateurs et de faire en sorte qu'ils soient engagés pour réaliser leurs tâches. L'entreprise peut se permettre éventuellement qu'ils soient un peu moins productifs, peut-être parce qu'ils collaboreront pas aussi bien, ou en tout cas, ils n'ont pas encore les réflexes de collaborer de façon virtuelle comme ils pourraient l'avoir en physique. Très vite, et est en train de se poser la question dans les entreprises, c'est est-ce que ces nouveaux modes de travail vont me permettre d'avoir les niveaux de productivité que j'avais avant, considérant que vraisemblablement, il allait falloir y revenir, parce que, là encore, une fois sortie de crise, l'entreprise va devoir revenir sur des modèles financiers sans doute assez proches de ceux qu'elles avaient avant. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est ce que j'ai appelé cette expérience utilisateur, enfin cette expérience employée autour du sujet du télétravail et des questions qu'il va falloir se poser. Le deuxième sujet majeur auquel vont devoir faire les entreprises et globalement la société avec un grand S, c'est le sujet de la mobilité. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous avons des secteurs qui sont en grande difficulté, d'autres qui peinent à trouver des compétences. C'est ce que nous commençons déjà à vivre de façon très significative. Donc il va falloir organiser une mobilité intersecteur. Un certain nombre d'analystes considèrent que dans les 18 prochains mois, il y a
1,5 million de personnes qu'il va falloir repositionner d'un secteur à un autre. C'est massif, c'est énorme. Et là encore, ce n'est pas qu'une question de moyens financiers, il faut aussi avoir les moyens humains, les moyens de formation, les moyens y compris, je pense que là, on n'avance pas suffisamment vite, y compris sur des outils de e-learning pour être capable de pouvoir transformer de façon massive donc des compétences, encore une fois, d'un secteur dans lequel les gens qui auront ces compétences ne seront pas capables de trouver un emploi aujourd'hui, sur des secteurs qui vont être des secteurs qui vont plutôt être porteurs demain. Donc ça, c'est vrai au niveau global. C'est vrai aussi, et on le voit, on travaille avec aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont besoin et qui ont déjà engagé ou anticipé des problématiques de mobilité à l'intérieur de l'entreprise massive. Premier sujet, parce qu'elles accélèrent leur transformation digitale, et en accélérant leur transformation digitale, c'est plus les mêmes compétences dont elles ont besoin. Et puis j'ai évoqué tout à l'heure que souvent, leur modèle a changé, leur base client est en train de changer, les offres qu'elles déploient sur le marché sont différentes, donc les compétences dont elles ont besoin sont également différentes. Donc il va y avoir, et il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui s'engagent justement sur ces sujets de mobilité interne, de travailler sur des sujets de workforce planning, d'essayer d'anticiper ce que sera le monde un peu stabilisé de demain pour essayer de comprendre où est-ce qu'il va leur manquer des compétences, où est-ce qu'elles vont en avoir en trop, comment est-ce qu'elles passent de l'environnement dans lequel elles sont aujourd'hui à celui de demain, qu'est-ce qu'il va falloir qu'elles réduisent comme, éventuellement comme ressources, mais qu'est-ce qu'il va falloir aussi qu'elles reskillent si elles veulent, comme on l'a évoqué, opérer dans un environnement socialement responsable où il ne s'agira pas simplement de dire j'ai des compétences dont j'ai plus besoin, je m'en sépare et j'embauche celles dont j'ai besoin. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est ce que je vais qualifier, c'est moins d'internes, plus d'externes. Donc c'est-à-dire donc plus de flexibilité. D'abord parce que l'avenir est incertain et c'est ce qu'on vit dans chaque sortie de crise. Il y a une augmentation, en particulier, c'est ce qu'on voit nous, de contrats courts parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis je vous l'ai dit, il va y avoir quand même cette tendance de fond qui va être cette idée de baisser le point mort, donc d'externaliser sans doute un certain nombre de tâches et encore. Donc ça va être un vecteur extrêmement fort pour son d'externalisation d'un certain nombre de tâches des entreprises, mais vers d'autres, mais qui aussi, quand vous externalisez à quelqu'un, celui-là, il a la même problématique que vous, c'est qu'il faut aussi qu'il mette en place un modèle flexible. Et donc, une flexibilisation du modèle, il va falloir développer aussi au sein des entreprises. À partir du moment où on va vouloir externaliser, ça nécessite un certain savoir-faire. Donc, développer les compétences sur le savoir-faire d'externalisation, savoir intégrer, et c'est pas toujours simple aussi, des ressources temporaires. Et là encore, il faut savoir les motiver, les engager. Et avec une question qui va être quid du modèle des indépendants. Donc je rappelle que le modèle des indépendants, c'est soit un modèle voulu, soit un modèle subi. Il est voulu, et c'est une tendance sociétale majeure, de gens qui ont les bonnes compétences, qui sont demandés sur le marché et qui ont envie d'être plus autonomes. Et puis, elle est au subi, et typiquement c'est le cas, ou c'était le cas des chauffeurs d'Uber, des gens qui avaient du mal à s'insérer sur le marché du travail, et le fait d'être auto-entrepreneur, de pouvoir se connecter sur une plateforme, leur permettait de s'insérer sur le marché du travail au travers du statut d'auto-entrepreneur. Donc vraisemblablement, on peut s'attendre peut-être dans un premier temps un peu moins d'appétit pour des gens qui vont vouloir basculer sur le statut indépendant parce que cette crise a montré quand même que quand on était salarié, on était quand même un peu plus sécurisé. A contrario, comme on va avoir une augmentation du nombre de chômeurs, on peut penser qu'il va y avoir une augmentation des auto-entrepreneurs. Bon, voilà moi les trois tendances que je vous rappelle, hein. L'expérience salariée au travers du télétravail, les sujets de mobilité intersecteur au niveau de l'entreprise avec des sujets majeurs de reskilling, et enfin une tendance forte qui sera à l'externalisation et au recours, et j'essaie de ne pas prêcher bien sûr pour ma paroisse, et un recours sans doute de plus en plus important sur des ressources flexibles.
Voilà, Luc. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations qui, je pense, nous sont très utiles. Je pense que c'est très complémentaire de tout ce qui a été dit, parce qu'on n'a pas abordé ces points-là. Et comprendre le marché, ses déformations, ses dynamiques, c'est fondamental aujourd'hui pour imaginer sa stratégie, sa vision. Et les entrepreneurs qui vous écoutent en ont besoin. Merci beaucoup. Je vais vous remettre le livre, parce que celui-là, je l'ai dédicacé, parce que vous l'avez déjà, mais je me suis permis de vous le dédicacer avec un mot très personnel. Bah, grand plaisir. Merci beaucoup. Encore bravo pour ce remarquable travail, Luc. Voilà, et grâce à vous, en partie, on a réussi à faire ça. Et merci beaucoup.